semaine où le flux de nouvelles sera intense, je vous le disais, notamment du côté américain, avec une première estimation de croissance pour les États-Unis au troisième trimestre qui focalisera l'attention des investisseurs. Jeudi qui sera une grosse journée sur la partie européenne. On aura également la réunion de la Banque Centrale Européenne. Mais restons focalisés sur les États-Unis avec Thomas Kosterg avec nous en visioconférence, économiste senior Bonjour, US chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Il faut mettre un chiffre d'anticipation sur la croissance américaine du troisième trimestre, même si on sait que les chiffres annualisés ne veulent pas dire grand-chose aujourd'hui. Et derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'on va trouver en termes de dynamique avec donc cette première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre publiée ce jeudi, Thomas? Oui, le consensus pour le PIB du T3 aux États-Unis tourne autour de entre 2 et 2,5% en rythme donc trimestriel annualisé. Donc en effet, c'est un rythme relativement bas, mais néanmoins affecté par des caractéristiques techniques. Notamment, on a un problème d'approvisionnement aux États-Unis et qui est encore plus marqué au niveau des voitures. Il y a vraiment une pénurie d'automobiles et on a vu les ventes de voitures aux États-Unis s'effondrer. Ça peut coûter entre 2 à 3 points de ce PIB du T3, donc c'est très important. Il est fort probable que ça soit de la demande qui soit simplement reportée, donc il n'y a pas d'annulation de la demande. Mais voilà, le chiffre néanmoins parle de lui-même. On a quand même un ralentissement de la croissance qui coïncide avec une certaine normalisation de la croissance économique aux États-Unis, puisqu'on a un peu quelque part un retour à la normale déjà du rythme de croissance. Une décélération naturelle évidemment du rythme de croissance et un chiffre qui ne sera pas de nature à modifier les intentions de la Réserve fédérale américaine qui se réunira en début de semaine prochaine pour annoncer son tapering, Thomas. Oui, je pense que le tapering est vraiment sur des rails bien droites. L'annonce va être très probable donc au mois de novembre. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie sur de nombreuses semaines. La Fed savait que la croissance allait se normaliser. Et j'ai envie de dire, l'autre point important, c'est évidemment l'inflation. L'inflation qui reste un vrai sujet aux États-Unis et qui éclipse quelque part les considérations sur la croissance économique ou même sur le marché de l'emploi. Bon, le tapering qui est déjà joué d'une certaine manière, et c'est vrai que le débat se déplace désormais sur la normalisation de la politique de taux de la Réserve fédérale américaine. Derrière ce que le dialogue entre Jérôme Powell et le marché, il y a un débat académique profond qui est en train de s'installer également, Thomas, qui a été mis en lumière par un économiste senior de la Réserve fédérale américaine il y a quelques semaines, fin septembre, à travers un papier sur le rôle des anticipations d'inflation dans la formation de l'inflation et dans la conduite de la politique monétaire. L'économiste s'appelle Jeremy Rudd. Il est au staff de la Fed depuis près de 20 ans maintenant. C'est un peu le monsieur inflation de la Réserve fédérale américaine. Et donc ce papier, dans les milieux académiques, a fait un peu de bruit quand il a été publié fin septembre. Quels sont les enseignements de ce papier académique, justement, sur le rôle des anticipations d'inflation et comment ces anticipations d'inflation doivent être prises par les banquiers centraux aujourd'hui, Thomas? Oui, c'est un papier relativement important, puisqu'il, quelque part, il démolit le rôle des anticipations d'inflation sur le processus inflationniste. Or, comme vous le savez, les banques centrales, et en particulier la Fed, opèrent sur un schéma qui est assez classique néo-keynésien, c'est-à-dire que l'inflation est fonction de l'output gap et des anticipations d'inflation. D'ailleurs, la Fed, pour justifier sa politique très accommodante malgré une inflation élevée, dit deux choses. D'une part, l'inflation vient seulement d'une sélection d'articles niche. Donc, en fait, il n'y a pas d'inflation généralisée. C'est sa première ligne de défense. Et deuxième point, elle dit que les anticipations d'inflation restent très bien ancrées. Donc, en gros, elle dit ne vous inquiétez pas, tout va bien, Madame la Marquise, au niveau de l'inflation. Et donc, l'inflation est temporaire. Ce papier dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit qu'il ne s'agit même pas de regarder les anticipations d'inflation, puisque quelque part, nous ne sommes pas homo economicus, on n'est pas rationnel, et finalement, les agents ont finalement, le rôle des anticipations d'inflation est assez marginal sur l'inflation actuelle. Et ce qui est intéressant là, c'est aussi de voir que la Réserve fédérale a déjà pris beaucoup de recul par rapport aux anticipations d'inflation, qui, je le rappelle, continuent de monter, surtout au niveau des ménages et des entreprises, puisqu'au niveau des ménages, par exemple, un indicateur de la Fed de New York
montre les anticipations d'inflation des ménages à plus de 4% pour les 3 prochaines années, donc ça monte de façon assez rapide. Donc la Fed déjà a tendance à sous-estimer les anticipations d'inflation des ménages et des entreprises pour plutôt se focaliser sur le marché. Et même celle du marché, elle applique quelque part un filtre, notamment via une prime de liquidité. Et d'ailleurs, son propre indice d'inflation, des anticipations d'inflation, s'appelle le Common Inflation Expectations, et il est bien marqué à 2,06%. Donc quelque part complètement en ligne avec la cible de 2%. Donc la Fed nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Mais ce n'est pas le cas de toutes les banques centrales. Par exemple, la Banque d'Angleterre, elle, est au contraire beaucoup plus inquiète par rapport à un risque que l'inflation commence à se propager aux anticipations d'inflation et qu'on ait un effet de second tour sur l'inflation dans l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'elle, par contre, elle va monter les taux en termes pour affecter, pour toucher cette psychologie de l'inflation. Donc encore une fois, on a des différences méthodologiques entre les banques centrales qui sont en effet assez intéressantes. Mais l'argument de cet économiste senior de la Fed, c'est de dire mettez de côté finalement les anticipations d'inflation, que ce soit celles des ménages ou celles qui sont formées dans le marché, pour regarder peut-être plus précisément désormais l'inflation réalisée. C'est ce qui compte de plus en plus aujourd'hui pour une banque centrale comme la Fed. Tout à fait. Donc la Fed a déjà mis en place sa politique de ciblage de l'inflation en moyenne. Donc c'est une façon aussi, quelque part, de prendre du recul par rapport s'il y avait une surprise de l'inflation, en disant on va prendre une moyenne sur une certaine période d'année. On ne sait d'ailleurs pas encore officiellement combien d'années elle fait la moyenne. Certains membres de la Fed ont dit autour de 4 à 5 ans. On sait que l'inflation avant le coronavirus était plutôt en deçà de 2%. Donc on peut dire, on peut rattraper le temps perdu quelque part. Mais le problème est qu'on a quand même une inflation aux États-Unis à l'heure actuelle à plus de 5% en glissement annuel. Donc j'ai envie de dire, il y a quand même un phénomène inflation qu'il va falloir prendre en compte. Et la Fed est quand même sous pression de changer sa vue, qui est un peu rapide, de dire c'est simplement de l'inflation temporaire. Bon, et on a vu alors une sortie de Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Fed aujourd'hui au Trésor, ou même encore Jérôme Powell lui-même, je crois, qui s'exprimait vendredi, pour essayer de repousser un peu les anticipations de hausse de taux qui se sont formées dans le marché pour l'été, voire l'automne 2022. C'est-à-dire beaucoup plus vite que ce que continue de prévoir la Réserve fédérale américaine dans la séquence qu'elle indique au marché. On imagine que de ce point de vue-là, le dialogue, d'une certaine manière, ne fait que commencer, Thomas. Tout à fait. Les marchés financiers voient quand même que l'inflation commence maintenant à se propager dans le reste de l'économie, point numéro 1. Point numéro 2, les fameuses niches, par exemple les voitures, par exemple tous les phénomènes cycliques de la pandémie, ça continue d'augmenter. Et on a maintenant les loyers qui augmentent aussi de façon assez rapide aux États-Unis. Bref, on voit bien que pour l'année prochaine, on reste sur une inflation qui sera très vraisemblablement encore assez élevée. Donc le risque inflationniste aux États-Unis est vraiment à la hausse l'année prochaine. Et donc évidemment, le marché, quelque part, sent qu'il peut y avoir aussi un changement de dogme à la Réserve fédérale, notamment par rapport à cette vue que l'inflation est seulement temporaire. Et d'ailleurs, il voit que d'autres banques centrales, en particulier la Banque d'Angleterre, sont en train de changer leur fusil d'épaule. Et donc tout ça mis bout à bout, évidemment, les marchés financiers, et en particulier les marchés monétaires, sont en train de défier la Réserve fédérale en mettant des hausses de taux l'année prochaine. Moi, je pense que si l'inflation devait continuer à monter, il y a en effet un risque croissant que la Fed doive, quelque part, agir dès l'année prochaine, même si son calendrier, je le rappelle, c'est que la fin du QE, c'est seulement l'été prochain. Et quelque part, le rythme naturel serait d'attendre la fin du QE, c'est-à-dire la deuxième moitié de l'année, pour monter les taux d'intérêt. Bon, et on voit dans le discours de Jérôme Powell depuis quelques temps maintenant, effectivement, la prise en compte de ce risque inflationniste, même si ce n'est pas le risque principal pour le patron de la Réserve fédérale américaine. Il ajoute à son discours, effectivement, que la Fed sera bien sûr capable de limiter le risque inflationniste si jamais le risque inflationniste venait à être trop préoccupant et venait à déraper aujourd'hui. Encore une fois, ce qui n'est pas pour l'instant le discours central de Jérôme Powell. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous en vidéoconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à 17h sur Bismart.